bienvenue pour cette conférence Go Lean, Go Green qu'on va faire ensemble avec Denis. Donc je me présente rapidement, donc Philippe Didier Georges. Donc moi j'ai officié comme CTO et je vais bientôt commencer comme Cloud Solution Architect chez Microsoft dans 2 petites semaines. Je suis MVP depuis 7 ans et du coup je viens de Strasbourg où j'anime la communauté Microsoft depuis à peu près autant de temps. Et donc moi mon domaine de prédilection c'est plutôt le cloud, Azure et donc en C# et en TypeScript. Voilà, et c'est lui le français, et donc c'est moi le belge. Donc, moi, je viens de pas très loin, au nord de Nivelles, pour ceux qui sont belges aussi. Ah oui, il faut appuyer dessus. Donc, moi, je travaille pour le moment chez Microsoft, ça fait à peu près 1 an, où je suis ce qu'on appelle un développeur ou un software engineer. Je suis le principal software engineer. En technologie, Microsoft, donc .NET, C#, Blazor, principalement. Ça fait partie de mon boulot principal. Et on est, je pense, tous les deux sensibilisés à tout ce qui est développement, on va dire écologique, mais on va vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on entend derrière tout ça, pour essayer de consommer le moins possible. Je pense que c'est non seulement dans l'air du temps, mais à mon avis, ça va devenir indispensable d'ici quelques temps aussi. Alors la première chose, c'est peut-être effectivement de définir un petit peu ce qu'on entend par un développement durable ou un développement écologique. Donc le développement écologique de logiciels, c'est, si on regarde un petit peu la définition, sur un site dont je vous renseignerai les infos, ils sont ici, si j'appuie là, sur un site qui est principle.green, c'est en gros minimiser l'impact environnemental des logiciels et des technologies de l'information. Donc, en clair, on va demander aux développeurs, je pense que la majorité d'entre vous, on est dans ce domaine-là aussi, c'est d'essayer de voir quels sont les trucs et astuces, les techniques qui vont nous permettre d'économiser, entre guillemets, des aspects de développement durable et donc d'économiser un petit peu l'impact CO2 qu'on va essayer d'avoir sur nos logiciels. Il y a différents sites qui vont passer, différentes adresses. À la fin, vous aurez un petit QR code. Vous pourrez télécharger toute la présentation si ça vous intéresse, avec tous les liens évidemment. Donc, pas besoin de prendre des notes vous pouvez prendre des notes ou des photos. Vous nous le dites, comme ça on fait des petites pauses pendant ce temps-là. Mais sinon, vous aurez tout ça à la fin aussi. Alors, si on va sur le site dont je parlais, principle.green, on va retrouver différents principes logiciels qui ont été répertoriés, pas par Microsoft, par toute une série d'acteurs du monde informatique. Microsoft en fait partie aussi. Et donc, on ne va pas tous les voir aujourd'hui. Je vais moi principalement m'intéresser à un de ces points, c'est le troisième, c'est de tenir en compte l'intensité en CO2. Vous pouvez aller voir, tout est expliqué en détail. Il est disponible à la fois en français et en anglais. Mais donc, on peut retrouver l'impact carbone, économiser l'électricité. On voit pas bien avec le contraste, mais... Normalement, il est vert. Ouais, c'est ça, ouais. Il est sur fond vert, mais ça passe pas. Donc, on va regarder ici comment tenir en compte l'intensité de CO2. Donc, comment et à quel moment, on va dire, devoir exécuter certaines parties de développement, de logiciels. Quelles sont les petites règles qu'on va pouvoir appliquer. Alors, la première chose, moi, quand j'ai commencé à aborder le sujet, c'est essayer de se rendre compte, quand on parle de consommation, puisque forcément, on utilise tous du matériel électronique, donc ça consomme de l'énergie, en particulier de l'électricité, c'est on n'est pas tous soumis aux mêmes règles, notamment dans les pays européens, on n'est pas tous soumis aux mêmes règles en termes de production énergétique, production électrique, et donc forcément de consommation. Si on se trouve, ça a un peu changé, on peut le voir d'ailleurs en live, si on se retrouve par exemple en France, on est, voilà ici, on est en France surtout avec comptabilisé avec une énergie dite verte, entre guillemets, le mot vert n'est peut-être pas le plus adapté, mais qui consomme le moins de CO2, tout simplement parce que la France se trouve avec un parc énergétique très axé sur le nucléaire, voilà, je vais retomber plus le mot. Contrairement, comme vous le voyez, à l'Allemagne, qui se repose avec toute une série de problèmes maintenant, où c'est principalement production au charbon et production au gaz. On se retrouve également avec des pays comme la Pologne. Et donc, vous pouvez retrouver un petit peu ici quels sont les pays qui font la production en temps réel. Je suis vraiment ici avec une consommation temps réel sur les dernières 24 heures. Et on peut remonter ainsi dans les différentes semaines ou les différents mois précédents. Donc, on va essayer d'avoir cet impact-là et on va le voir aussi. Notamment, on va parler de cloud et de où allons-nous mettre nos hébergements. C'est clair que si on va avoir une comptabilisation de CO2, on aurait tendance à partir plutôt sur des pays
du nord de l'Europe ou des pays sur la France, plutôt que de mettre ces environnements sur des pays en Pologne, sur des hébergements en Pologne ou des hébergements en Allemagne, par exemple. Autre élément qui nous intéresse souvent quand on utilise et qu'on essaie de déterminer un petit peu les impacts, c'est quelle est la consommation du système qu'on utilise chez nous d'un ordinateur. On va voir que principalement l'organisation, la consommation en termes de puissance énergétique, au niveau des CPU, on varie à peu près entre 55 watts et 150 watts-heure sur forcément la puissance et la puissance du matériel qu'on va utiliser. Donc ça peut aller sur un petit Intel vraiment bas de gamme jusqu'à des CPU un peu plus évolués. Par contre, le GPU, là évidemment c'est ce qui consomme nettement plus. Et donc on va essayer dans ce cas-là d'utiliser le GPU à bon escient, ne pas l'utiliser en permanence, mais d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de brancher certains processus de calcul plus sur le CPU, par exemple. Parce qu'on se retrouve ici avec le GPU où il peut passer de 25 watts jusqu'à 350 watts en moyenne. On est plutôt en général à 300 watts d'utilisation. Les écrans, ça aussi, c'est une énorme source de consommation où on se retrouve aussi avec une bonne centaine de watts en permanence d'utiliser à chaque fois qu'on utilise le système, le PC. Donc, n'hésitez pas, évidemment, éteignez tous vos matériels, y compris les écrans, la nuit, pour pouvoir le mettre en place. Alors du coup, côté cloud, forcément, on retrouve aussi ça. Et il y avait un rapport qui est très complet, qui a été fait par Accenture en 2020, qui s'appelle The Green Behind the Cloud, que vous pouvez trouver en ligne, qui a fait une estimation en fait des gains qu'il pouvait y avoir en termes d'émissions de CO2, en basculant en fait toutes les applications, toutes les IT qui sont on-premise vers du cloud native. Et du coup, l'idée c'est que les migrations vers ce cloud public pourraient réduire au total par an les émissions de 59 millions de tonnes, ce qui correspond grosso modo à 22 millions de voitures en moins sur la route. Donc ça, c'est par an. Et alors, comment est-ce que c'est possible? En fait, c'est principalement une question d'échelle par rapport aux moyens que vous avez. Si dans votre entreprise, vous gérez votre infrastructure on-premise, en fait, tout le côté échelle des clouds publics fait qu'ils vont pouvoir multiplier vraiment les impacts qu'ils vont avoir. Donc, on va pouvoir économiser sur tout ce qui va être, bien sûr, gestion de l'énergie et du refroidissement. On va pouvoir gérer, en termes de hardware également, optimiser, puisqu'en fait, les clouds publics, soit AWS, Azure, Google, etc., ont des volumes tellement importants en fait, qui peuvent impacter directement, influencer, on va dire, les fondeurs qui, pour plutôt favoriser tel ou tel type de processeur, changer un peu l'industrie. La partie compute utilization, là, c'est effectivement un gros levier, c'est qu'en fait, vous n'allez pas être tout seul dessus. Vous partagez ça avec plein de monde. Et forcément, dans votre IT, vous avez des moments où il y a plus de charges et des moments où il y en a moins. Et donc, forcément, vous allez dimensionner vos besoins par rapport au fait de pouvoir tenir la charge maximum que vous avez. Mais le fait d'être à plusieurs, au final, dans le cloud public, c'est que tout le monde n'a pas besoin de la même charge en même temps, et on va pouvoir optimiser un peu au niveau de l'utilisation de la puissance. Et après, il y a en fait l'arrivée de tout ce qui va être en fait des pratiques d'ingénierie plutôt green. Donc ça, on va en parler un petit peu après, on va donner des pistes là-dessus. Et tout ce qui va être application, architecture cloud native, où on a en fait des nouvelles architectures qui ont été rendues possibles par justement ces services cloud, qui vont nous permettre d'être plus optimales en termes d'énergie, de consommation et d'émissions de carbone. Et puis enfin, ça va être tout ce qui va être économie circulaire. Donc il y a un gros travail qui est fait par les acteurs du cloud pour optimiser en fait toute leur chaîne de production, de supply chain et tout ce qui va être recyclage aussi de matériel derrière, chose qu'on a beaucoup plus de mal à faire quand on le fait à notre propre échelle, à l'échelle de l'entreprise, on-premise. Voilà, donc tout ça fait qu'au final, on va pouvoir vraiment, grâce à cette échelle en fait, qui est complètement différente, avoir un effet vraiment important et pouvoir réduire dramatiquement les émissions. Alors en pratique, parce qu'évidemment il y a l'aspect, il faut mettre ça dans des serveurs qui se trouvent à l'étranger, dans certains types de serveurs avec tel type d'énergie consommatrice, c'est bien beau, c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours évident. En pratique, en tant que développeur, on veut développer une application et d'essayer de voir quel est l'impact et quelles sont les parties de code qui sont les plus gourmands ou les plus utilisées. Comment on va faire? On essaie de reprendre ici, dans ce chapitre intitulé tout simplement « Applications », quelques trucs et astuces, quelques applications qui vont vous permettre éventuellement de retrouver ça.
Alors la première chose, que je ne savais moi personnellement même pas, c'est vous avez, tout le monde a au niveau d'un ordinateur sous Windows, ici je suis sur un panneau Windows, le gestionnaire de tâches, le Task Manager. Dans le gestionnaire de tâches, vous avez sur Windows 10 deux colonnes qui se trouvent tout à fait à droite, donc il faut déplacer le curseur un petit peu, pour avoir le Power Usage et le Power Usage, je ne sais plus, la valeur, il faut aller voir. L'utilisation, en gros, de la puissance de chacune des applications, chacune des tâches qui est en cours d'exécution. Et donc, vous pouvez ainsi, quand vous exécutez votre application, voir un petit peu sur quel niveau elle se situe par rapport au système utilisé. Si vous êtes dans un monde web, vous avez exactement le même type de profil, mais disponible plus au niveau de la console de développement. Vous avez la partie Lighthouse qui se trouve, donc c'est un onglet qui se trouve au niveau du développeur, au niveau de la console de dev. Et là, vous avez la possibilité de venir cocher la catégorie performance. Vous lancez votre site internet avec ce Lighthouse qui tourne. Et même chose, ça va vous sortir un petit rapport avec tous les processus qui sont en cours d'exécution et ceux qui consomment le plus de performance ou plus de puissance au niveau de votre système. Si vous voulez aller un peu plus loin, c'est ce que Microsoft fait d'ailleurs et utilise lorsqu'ils ont besoin d'avoir des renseignements beaucoup plus détaillés sur les processus et voir s'il y a des process qui sont en train d'utiliser beaucoup de ressources et donc qui risquent de faire planter un peu le système, c'est vous pouvez utiliser une commande qui s'appelle en ligne de commande donc en mode administratif, en mode administration. C'est le powercfg.exe avec un /scrum utile. Ça va vous générer un fichier CSV qui, de mémoire, je pense, ça prend les 30 derniers jours, qui, je ne sais pas si je peux cliquer ici, non, qui va vous ouvrir quelque chose comme ceci, voilà, c'est-à-dire énormément de données brutes, mais sur chaque application, ça va vous donner énormément d'informations sur la manière dont cette application est utilisée en background ou en arrière-plan, en avant-plan, sur la puissance utilisée par le système, savoir est-ce qu'elle est utilisée, quelle quantité d'énergie elle va utiliser en termes de disque, en termes de réseau, en termes de mémoire, etc. Donc, vous avez énormément de données et vous pouvez ensuite, évidemment, utiliser ces données pour continuer à travailler et à voir un petit peu et à optimiser l'application. Autre application qui est également disponible depuis quelques temps maintenant dans le Windows Store, c'est cette application développée par Microsoft en collaboration avec Elo. Si je démarre ceci, j'ai besoin d'avoir accès à ici en dessous, comme ça je l'ai en live, voilà. Si je démarre cette application, vous allez retrouver en temps réel l'état de consommation de ma machine dans ce cas-ci, qui se trouve sur batterie, donc je vais voir l'évolution du système, et évidemment, si vous faites tourner une application en plus, vous verrez la variation de cette consommation, donc ça va vous permet de donner des informations supplémentaires. Il faut un petit temps qu'elle aille rechercher toutes ces données, mais donc globalement, vous avez ceci qui va apparaître à l'écran avec la puissance. Votre device consomme autant de watts, et c'est en temps réel, donc vous pouvez évidemment faire jouer ça en fonction des différents process que vous avez appliqués. Même chose en termes d'application, l'utilisation du framework, l'utilisation du langage, ça va avoir évidemment un impact aussi. Est-ce que vous êtes plus proche de la machine ou pas? Et par exemple, comme je travaille moi beaucoup avec des technos de type Blazor, donc de type WebAssembly, si vous développez en WebAssembly par rapport à du JavaScript, vous allez avoir une partie pas importante, mais une partie quand même non négligeable de consommation qui vont varier entre la même application fonctionnant en JavaScript, ça va vous consommer par exemple environ 484 joules, et en WebAssembly, on est à plutôt 282. Donc il y a quand même des différences aussi par rapport à ces différentes applications. Alors effectivement, on voit il y a pas mal de choses déjà qui permettent de se rendre compte un petit peu de cette énergie et de l'énergie qui est consommée au niveau application, au niveau de notre propre système déjà, et au niveau du client, puisque là, en l'occurrence, on parlait de WebAssembly, c'est donc l'application web client. Et donc forcément, par extension, on retrouve un peu la même chose côté cloud. Et alors côté cloud, la première étape, comme pour la partie application avec son propre système, c'est de pouvoir mesurer son impact. Et là, en fait, force est de constater aujourd'hui que c'est compliqué de savoir mesurer exactement quel est notre impact. Le seul outil, moi, dont j'ai connaissance aujourd'hui, et j'ai cherché un petit peu, c'est que côté Microsoft, on a le Sustainability Calculator qui, en fait, attention, ce n'est pas un calculateur en soi, c'est en fait un rapport. C'est-à-dire qu'il va analyser les données par rapport à votre
usage aujourd'hui du cloud Azure. Voilà. Après coup, une fois qu'il est trop tard, en gros. Exactement, mais ça permet quand même de manager, de voir un petit peu, d'avoir des mesures réelles. Le calculateur, moi, m'avait un peu chauffé, parce que je me suis dit, c'est cool, on va pouvoir essayer de voir à l'avance, de choisir lorsqu'on architecture déjà à l'avance, d'estimer. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais malgré tout, c'est le seul outil que j'ai trouvé qui me permet de donner ça et de voir vraiment par service, par data center, etc. Donc c'est basé en fait sur, alors c'est gratuit effectivement, vous l'installez, en fait c'est un petit plugin que vous installez et vous pouvez voir par rapport à votre souscription Azure, et c'est basé sur une méthode de calcul qui a été développée à Stanford en 2018, et donc ça va permettre de mesurer l'impact, mais ça va permettre aussi du coup de vous aider dans les choix de vos services, dans les choix de vos data centers, évidemment, puisqu'il y a des data centers qui vont être plus ou moins alimentés par des énergies vertes, etc. Donc ça, ces infos-là vont nous permettre en fait de piloter un peu les actions qu'on va faire pour optimiser. Et pour optimiser, en fait, c'est simple. Là, j'ai repris un petit schéma que m'avait montré du coup Denis, qui à la base, en fait, montre que c'est bien de recharger sa batterie pendant les heures creuses, parce qu'il y a moins de consommation électrique. On a des PC portables qui tournent sur la batterie, on les charge pendant la nuit quand il y a les heures creuses, et puis on peut les utiliser la journée. C'est une bonne pratique, parce qu'on va utiliser l'électricité quand elle est plus disponible. C'est la même chose, en fait, au niveau de l'usage de vos services. Et la première règle, c'est de connaître vos utilisateurs et leur usage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on est sur une architecture cloud? On va adapter l'infrastructure avec la charge utilisateur. Donc ça, c'est bien. C'est pour ça que par rapport à un aspect où vous avez des ressources réservées, type machine virtuelle, de la puissance réservée, le fait d'être sur du serverless, c'est fait justement pour scaler à la demande. Donc quand vous allez avoir peu de demandes, vous allez avoir très peu d'usage, juste quelques instances minimes. Et par contre, ça va monter et répondre à la demande quand vous en aurez besoin. L'avantage, c'est que ça va redescendre une fois que le besoin n'est plus là et vous consommerez moins. Ce sera peut-être utilisé par quelqu'un d'autre. Il ne faut pas hésiter à challenger les flux de travail et les SLA. Donc, SLA, c'est Service Level Agreement. Donc, en fait, c'est les garanties que vous offrez. Ça peut être des garanties en termes de temps de réponse, en termes de rapidité, etc. Il ne faut pas hésiter à challenger ça avec des objectifs aussi environnementaux. C'est-à-dire de se dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire que quand quelqu'un demande que je lui génère un e-book ou un rapport PDF, qu'il l'ait dans la seconde? Est-ce que c'est pas quelque chose que je peux différer un peu, lui dire, vous le recevrez dans les 4 heures, c'est acceptable, et en même temps, comme ça pourra s'exécuter sur peut-être une ressource moins immédiate, mais au moment où il y aura un peu plus de dispo. Tu vas peut-être en parler. Vraiment les flux asynchrones. Tu vas peut-être en parler après aussi, mais tout ce qui est justement, tu parles de décaler, tout ce qui est la possibilité par exemple, vous devez faire un backup des données, est-ce que c'est vraiment indispensable de les faire pile à midi, alors que vous feriez ça pendant la nuit, vous feriez ça à d'autres moments, ou envoyer des campagnes de mails? C'est ça que souvent, soit des mails d'ailleurs, soit tôt le matin, soit à d'autres périodes. Ça peut être aussi basé sur toutes ces raisons. Il y a toute une série de process qui ne doivent pas nécessairement être faits de manière immédiate. Des calculs de mise en cache, on peut déplacer tout ça et décaler ça pour justement éviter d'utiliser des ressources au moment où on en a besoin pour autre chose. Oui, tout à fait. Placer l'infrastructure au plus près des utilisateurs. C'est tout bête aussi, mais vous connaissez vos utilisateurs. Est-ce que j'ai des utilisateurs qui sont basés uniquement en France, en Belgique, ou est-ce que j'en ai partout dans le monde? Et dans ce cas-là, c'est peut-être intéressant juste de répliquer certains services pour pas faire transiter énormément de données à travers tout le réseau Internet mondial. Nettoyer les déchets. Alors ça, c'est très important. Faut pas hésiter. Le titre de la session, c'est Go Lean, Go Green. Lean, vous avez vraiment, dans le principe de Lean, vous avez vraiment le fait de régulièrement challenger, de se dire, est-ce que vraiment ce qu'on fait, c'est toujours utile? Les déchets, ça va être de se dire, j'ai des services peut-être qui ne sont pas utilisés, qui sont appelés une seule fois, et pour ça, j'ai une machine qui tourne tout le temps, mais qui n'est jamais utilisée. Donc, challenger ça, se dire, peut-être refactorer certaines choses, voire décider de décommissionner des services qui ne servent pas, à part consommer des choses. Optimiser en continu, le code le plus consommateur. Et là, bien sûr, c'est pour optimiser, vous regardez qu'est-ce qui prend le plus de CPU, le plus de puissance, et vous essayez de voir, est-ce qu'on n'a pas moyen de l'optimiser? Parce que forcément, ce qui a le plus d'impact aujourd'hui sur notre consommation, c'est là où on a le plus gros potentiel d'optimisation. Et déployer le design pattern et service cloud native, puisque ça permet justement de pouvoir gérer toute cette variation un petit peu de source et de se mettre à l'échelle automatiquement. Règle numéro 2, là, on parlait pas mal de compute, de process, des trucs comme ça. Là, ça va être tout ce qui est données, parce que c'est un gros sujet aussi. Déjà, utiliser le bon service pour le bon usage. Vous avez des bases de données très puissantes pour vraiment des scénarios critiques. Pour autant, si vous avez besoin de ça au départ, vous n'en avez peut-être pas besoin pour tout. Il y a peut-être d'autres services qui vous permettent de stocker vos données qui sont beaucoup plus légers et qui vont répondre à une partie de votre besoin.
Si vous avez besoin d'un fichier de configuration, est-ce que c'est besoin d'avoir un SQL Server complet ou un Voilà, Oracle Server pour enregistrer votre fichier de config? C'est ça. Ça marche, mais pourquoi? Une bonne modélisation de données pour des requêtes optimales. Donc là, je vous invite à me suivre après pour la session juste après dans la salle Gutenberg, puisque j'ai une session dédiée à ça sur les bases de données cloud. Mais vous devrez bouger parce que c'est pas dans la même salle. Donc après, on ne veut plus voir personne ici. C'est tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, il y a une personne qui peut rester, tout le monde change. Mettre en place du cache à tous les niveaux, comme tu disais, il y a certaines données qui sont très fréquemment appelées, mais qui sont toujours les mêmes. En fait, on n'a pas vraiment besoin de complexité de système de requête, donc mettre du cache vraiment partout où on peut, parce que c'est hyper léger. Supprimer les données inutiles, donc je vais vraiment mettre en place une gestion du cycle de vie de vos données, puisque les données, vous allez les exploiter, les stocker de plus en plus. Et puis peut-être que vos données qui ont plus de 6 mois, elles n'ont pas vraiment d'utilité dans l'application. On va les conserver, mais on va les basculer dans un stockage à froid qui est du coup moins consommateur, mais qui a un accès moins fréquent parce qu'on n'a pas le besoin. Donc, il faut bien penser à faire cette rotation pour pas juste gonfler, stocker nos données indéfiniment si elles ne nous servent pas. Et encore une fois, minimiser les transferts, c'est-à-dire toujours rapprocher les données le plus près possible du client et envoyer que ce qui est nécessaire. C'est aussi pour des raisons de sécurité, mais aussi en termes on va économiser du réseau, des performances, etc. Utiliser du CDN pour les accès avec des caches. Ça permet d'aider tout ça. Et du coup, optimiser les sauvegardes, comme tu disais, déjà sur quand on va les faire, mais aussi au niveau du stockage, ça sert à rien de stocker indéfiniment de sauvegardes. On peut faire des sauvegardes incrémentales avec de temps en temps des grosses sauvegardes, etc. Mais bien réfléchir, toujours en fait, challenger, se dire est-ce que c'est la bonne solution, est-ce qu'on fait correctement, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux. Et donc voilà, challenger en continu, c'est la règle générale. Auditer et mesurer en continu l'usage, utiliser le minimum de hardware pour vos besoins, donc rester vraiment lean le plus petit possible. Optimiser votre processus DevOps, donc je ne vais pas rentrer il y a énormément de choses à faire, mais DevOps c'est vraiment sur toute la partie production en amont, c'est pas que l'application en elle-même, c'est déjà en amont sur les processus. Par exemple, est-ce que vous avez besoin de machines de test qui sont tout le temps là et qui servent une fois par semaine, ou est-ce que vous pouvez faire ça, les basculer sur des VM à la demande, etc. Vous pouvez couper. Et alors la règle d'or, c'est vraiment le fameux KISS, Keep it simple, stupid, mais je rajouterais and lean, puisqu'on va essayer de le faire simple, mais en plus de réfléchir à avoir un truc le plus léger possible. Et voilà, les recettes qui marchent globalement sur le cloud, c'est celle-ci. Moi, je vais vous donner une plein, mais celle-là, c'est celle qui marche particulièrement bien et qui n'est pas forcément suffisamment utilisée. La partie storage, pour moi, c'est le meilleur service qui existe sur les clouds parce que c'est ce qui coûte le moins cher aujourd'hui. C'est assez léger et vous avez plein de fonctionnalités qui sont au final assez peu utilisées. On va utiliser le storage pour généralement stocker des blobs, un petit peu des fichiers et quelques tables, mais du coup, il y a des tables, ça fait aussi des queues. On a des services de CDN, Content Delivery Network, qui est très performant pour gérer du cache, justement délivrer des ressources statiques, du hosting de website, hoster votre site statique en fait de façon très légère aussi. Après tout ce qui va être serverless, Azure Function, AWS Lambda, GCP Function, qui est vraiment Function as a Service. Les services managés autoscalés serverless en général, ce qui vous permet d'optimiser vraiment l'usage et de gérer avec les autres. Du cache à tous les niveaux, au niveau du client, intermédiaire, etc. Et alors ça, c'est le petit plus. C'est un truc qui est... Alors moi, je connais surtout sur Azure. C'est les machines spot. Je pense qu'il y a aussi le reste. L'idée, c'est qu'en fait, comme vous avez un usage qui est variable tout le temps, vous avez un système un petit peu comme la bourse, où en fait, par rapport à la demande, vous avez un coût à la ressource qui va varier en fonction de la demande. Et ce que vous pouvez définir, c'est pour certains traitements, comme le fait de dire je vais lancer mon backup, c'est un petit traitement qui a à faire avec des requêtes, mais je m'en fous un peu quand il est fait. En gros, il doit être fait à un moment dans la semaine. Du coup, vous allez définir une limite, dire dès que ça descend en dessous de ce prix-là, la ressource, tu peux me mettre une machine à disposition et commencer mon traitement. Et du coup, on va le faire non seulement quand c'est moins cher, donc on va économiser, mais en plus au moment où les ressources sont disponibles. Donc on va vraiment optimiser un petit peu l'usage. Et voilà, let's go green. Il n'y a plus qu'à vous. Voilà. Pour ça, peut-être juste quelques trucs. Bon, d'abord, moi, je vais remercier les deux personnes qui sont là, David Rousset et Pierre Lagarde, parce que je me suis fortement inspiré de leur contenu concernant ça, notamment les différents sites, notamment le principle.green. Je pense que Pierre Lagarde a travaillé là-dessus. Et oui, effectivement, on avait fait un podcast, je ne l'ai pas dit, mais je co-anime un podcast qui s'appelle DevApps, devaps.be ou devaps.ms. Et on avait fait un podcast avec eux là, sur ce sujet-là aussi. Et vous avez donc la liste de tous les liens et tous les éléments dont on vous a parlé ici.
Et encore une fois, principal.grid, moi je trouve que c'est un site qui est vachement bien fait. Tout est décrit avec des petits trucs. C'est pas propre à un langage, pas propre à une techno, mais ça vous donne en tout cas beaucoup d'infos. Alors moi, les ressources que je vous conseille vraiment fortement, alors côté AWS, c'est très bien détaillé dans la partie Well Architected Framework, vraiment les piliers de sustainability qui sont hyper bien décrits. Et ce qui est hyper intéressant, je vous conseille, parce que c'est un peu annexe, mais ça va très bien avec, c'est en fait côté Microsoft, donc Microsoft Learn, avec tous les design patterns cloud, qui vont vous permettre en fait de découvrir en faisant nativement en fait utiliser des concepts de conception qui s'appuient vraiment sur les architectures natives cloud pour optimiser un peu tout le traitement là-dessus. Et vous avez un petit QR code, enfin un gros. Si vous voulez le scanner, vous aurez directement les infos avec les slides dont je parlais, qui se trouvent sur SlideShare. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Oui. Ouais. Ok, alors serverless, dans l'idée, en fait, c'est que tu vas t'abstraire de la notion de serveur dans le sens où tu vas pas dire je vais réserver une puissance CPU, un certain niveau de RAM. En fait, l'exemple type, en fait, serverless, c'est juste dès que tu vas avoir un service qui abstrait complètement la notion. Désolé. la notion de serveur, de machine pour toi. C'est-à-dire que c'est vraiment la demande. Donc typiquement, si tu prends Gmail, c'est vraiment avec ça, mais c'est serverless dans le sens où tu n'as pas de notion de serveur, tu as un client mail, voilà. Là, c'est vraiment en mode SaaS. Mais du coup, par exemple, sur les functions, l'idée, c'est de dire, en fait, tu vas héberger une fonction que tu fais, je sais pas, en TypeScript, en Java, en C#, et tu dis, j'ai juste ma fonction avec le point d'entrée, et il faut qu'elle s'exécute. Et donc, le point d'entrée, ça veut dire soit c'est un appel HTTP, soit c'est un déclencheur sur une base de données, il y a une nouvelle entrée, un nouveau fichier qui est développé. Et en fait, tu vas pas prévoir toute la notion de serveur avec la gestion des routes, des trucs comme ça, c'est juste ton code et tu vas l'héberger. Et en fait, toi, tu tiens pas du tout compte de sur quelle machine c'est hébergé, quelle est la puissance disponible. Ça va vraiment être, tu vas payer à l'usage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans ce cas-là, que ce soit Amazon, Microsoft, peuvent même éteindre, imaginons que ce soit une machine derrière, c'est pas le cas, mais ils pourraient éteindre ou complètement décommissionner la fonction, et simplement quand elle est enclenchée, qu'elle s'appelle, à ce moment-là, bon, il y a des processus pour qu'elle redémarre assez rapidement, mais ça redémarre et on ne paye que l'appel. C'est ça. Et du coup, tu as aussi le principe avec les bases de données cloud, c'est du coup ce que je vais expliquer, c'est dans la session d'après, c'est aussi du serverless, et c'est vraiment, faut tenir compte, parce que tu as les bases de données, même NoSQL que tu as installé, un MongoDB que tu installes sur ta machine, et il y a vraiment les bases de données de NoSQL qui ont été conçues pour le cloud, et il y a bien comprendre les concepts de comment ça fonctionne, parce que ça va permettre de tirer la puissance, parce que c'est des choses qui sont faites justement pour pas se limiter dans un cadre d'une machine. Et c'est le fait d'avoir des scénarios qui se basent là-dessus, c'est de tenir compte des capacités de ces systèmes-là, à pouvoir s'étirer à l'infini, plus ou moins. On a virtuellement la possibilité de paralléliser, d'étirer en termes de taille, de puissance à l'infini. Le seul problème qui est souvent lié à ça, c'est le coût. Donc, il faut maîtriser ce qu'on fait pour regarder, en fait, faire gaffe et pas avoir une mauvaise surprise à la fin. Mais ça permet d'avoir des scénarios hyper intéressants. C'est souvent ce qu'on fait comme différence entre le on-premise, quand on a des serveurs chez soi en entreprise. Souvent, quand on les achète, on va prévoir pour les 2 prochaines années quel pourcentage ou quelles ressources on a besoin. Et donc pendant peut-être 2 ans, la machine elle va fonctionner qu'à 50% parce qu'on ne veut pas racheter une machine tous les 10 mois. Quoi. Par contre, si on se retrouve dans le cloud, ce qu'on conseille souvent, c'est ça ne sert à rien de prévoir plus. C'est juste un curseur à bouger. Donc prévoyez la ressource dont vous avez besoin, uniquement cette ressource-là. Quand c'est à Noël, tiens, il y a des cadeaux en plus, les gens vont commander sur le shop en supplément, là on prend le curseur pour l'augmenter parce que le système le permet. Et donc ça permet de résoudre en partie tous ces éléments-là avec ce genre d'application. On ne consomme et on utilise notamment en CO2 que ce qu'on utilise, que ce qu'on a. Et après, pour ce qui est cloud native, c'est vraiment de se dire, en fait, le fait d'avoir des nouvelles capacités qui sont arrivées avec ces services, ont permis de construire en fait des nouveaux modèles, des nouveaux scénarios qu'on va appeler cloud native parce que ça s'appuie sur ces spécificités-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as la possibilité, si en plus on-premise, de ramener souvent ces choses qui sont arrivées. Par exemple, je pense les Azure Functions, on a la possibilité de l'installer sur un serveur, mais c'est vraiment plus pour répondre aux besoins de dire on a un cloud
privé, on va dire. On n'est pas sur un public cloud, et donc on veut quand même profiter un peu de ces choses-là. Mais voilà. D'autres questions? Ok. Merci encore.